Vous êtes aussi du cabinet de la propreté urbaine, qui dit déchets dit aussi incivilité et malpropreté à Bruxelles. Quand on va dans certains quartiers, on voit qu'en effet, il y a une multitude de poubelles et de déchets ou de ressources dehors, à l'extérieur. Et donc j'entendais le monsieur ici derrière moi qui s'énervait un petit peu par rapport au fait que certaines personnes sortent leurs poubelles en dehors des heures de collecte, etc. Et bon, moi, je ne sais pas si je suis du même quartier, mais je suis aussi dans un quartier mixte avec des commerces et des résidences, et donc je perçois aussi ce type-là de problème. Et je pense qu'il ne faut pas minimiser aussi l'impact des incivilités, de la malpropreté sur le bien-être des citoyens. Et donc, on sait que la sensibilisation a aussi ses limites. Et donc, est-ce que, sous votre législature, est-ce qu'il y a des actions qui seront entreprises pour, à un moment, verbaliser aussi ces incivilités, parce que ça part un peu du principe pas vu, pas pris, et voilà quoi. Comme on dit chez les Helvètes, ou dans Astérix chez les Helvètes, on va faire sécher le fouet, parce qu'on vous demande de sortir le bâton et le fouet. Votre avis dans un instant. Oui. Ce matin, on a vu une super présentation qui nous montrait que toutes les relations écosystémiques sont extrêmement importantes, et donc il faut avoir une vision beaucoup plus holistique sur les différentes stratégies. Concrètement, dans Limbourg, aujourd'hui, il existe le Limbu, qui est une monnaie alternative que l'on reçoit lorsque l'on contribue de façon positive au bien commun, lorsqu'on fait des gestes positifs, et notamment lorsqu'on réduit la masse de déchets, on reçoit des limbus, et ces limbus permettent d'acheter différents produits locaux, durables, des tickets de train, etc. Est-ce qu'il y a une vision systémique incitative et donc qui décloisonne les différentes administrations, qui permet d'aller beaucoup plus loin dans cette logique pour finalement créer de l'incentive? Transversalité. On prend déjà. Il y a de quoi faire. Oui, merci. Merci pour tout votre intérêt. Alors, par rapport, je pense que c'est important, par rapport à la question sur le vrac, il y a vraiment une question d'alignement, se mettre tous d'accord dans la même lignée. Et là, quand on reprend la déclaration de politique générale, il écrit que l'objectif du gouvernement est qu'à l'horizon 2030, 10 ans, seuls les modèles économiques exemplaires sur le plan social et environnemental bénéficient encore du soutien public régional. Donc évidemment, ça stresse une partie des employeurs. L'idée, évidemment, n'est pas d'abandonner, que d'autres entreprises ne puissent pas se créer. L'argent privé est aussi là, évidemment, pour financer n'importe quelle entreprise qui voudrait se créer. Mais l'idée est effectivement de se dire, comme l'argent public est là et qu'il est rare, on a besoin de l'utiliser pour plusieurs objectifs. Pour le même euro doit être utilisé pour plusieurs objectifs. Donc créer de l'activité économique, de l'emploi, améliorer l'environnement et avoir un impact social si possible. Alors ok, à ce titre-là, pour l'instant, c'est encore assez théorique. Cela dit, et point de vue de la vision plutôt systémique, si vous n'êtes pas familier avec l'administration, en fait, donc les cabinets donnent des notes d'orientation aux administrations. Dans chaque note d'orientation, il y a des objectifs climatiques. Les administrations ont 1 an maintenant pour élaborer leur objectif, leur action concrète par rapport à l'enjeu climatique de la région, pour, à partir de 2021, l'inclure dans leur objectif de travail. Alors, pour Bruxelles Environnement, c'est moins difficile que pour les autres, c'est dans leur ADN. Et en plus de ça, ils vont aider à créer la nouvelle stratégie de transition économique qui est en train d'être élaborée avec les cabinets de la transition de l'économie et de l'environnement, et ils vont co-construire avec un certain nombre d'acteurs, et d'ailleurs ils sont ici, Hub, CityDef, Innoviris, etc., cette stratégie de transition pour arriver avec cet objectif ambitieux de 2030. Par rapport à la propreté publique, donc moi c'était un de mes grands étonnements en arrivant au cabinet. Après avoir bien cherché, en fait j'ai identifié qu'il n'y avait jamais eu de stratégie de propreté à Bruxelles. Alors sans ça, pour finir, la ville n'est pas si mal gérée que ça. Donc on a beaucoup de travailleurs qui travaillent, on a beaucoup de charrois, on a beaucoup de matériel, mais il manque de coordination. Et les représentants des communes ici présents en sont bien conscients. Et donc, c'est pour ça qu'on va lancer la première stratégie co-construite de propreté urbaine, avec la propreté comme bien commun au cœur de cette stratégie, avec 3 axes assez classiques pour finir, de prévention, de réaction, quand les jet est là, il faut l'enlever, et de répression, avec quand même un besoin de créativité
Est-ce que donner 200 € d'amende, ça change quelque chose? Est-ce que les peines alternatives qui est de participer à un clean-up date ne changent pas plus quelque chose? Alors on a un problème évidemment ici d'indicateurs et d'évaluation des politiques publiques à Bruxelles, c'est assez récurrent. L'IPSA est lancé, donc l'Institut des statistiques qui travaille aussi sur l'évaluation des politiques, a une mission qu'on vient de lui donner, qu'on vient de lui confier pour évaluer les politiques précédentes, pour pouvoir après voir si voilà, les politiques qu'on va mettre en place vont pouvoir avoir plus d'impact. Le sac payant. Le sac payant était un tabou aux législatures précédentes, en tout cas à la précédente. Ce n'est pas un tabou, mais ce n'est pas dans la déclaration de politique générale. Donc il y a quand même peu de chances d'aboutir à un accord politique sur le sujet. Ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas l'analyser, le comprendre et identifier, en tout cas, si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on rate? Et donc, on va commencer, là, très concrètement, ça a déjà commencé. On a une étude de benchmark par rapport à ce qui se fait dans les autres villes européennes. Et ça va être un point d'analyse en disant, les autres villes le font, pourquoi ils le font et quel est l'impact qu'ils le font. Et donc, en lien avec la consigne, c'est pareil. En fait, on a, moi, au cabinet, je crois que j'ai autant de pour et de contre qui souhaitent venir me voir. On n'a pas encore de positionnement précis. C'est dans la déclaration de politique générale. Voilà, si on estime que c'est effectivement la bonne chose, on va le faire. Mon sentiment, je n'ai pas encore instruit assez le dossier, mais quand même, c'est qu'en fait, par rapport à la propriété publique, il y a un besoin d'articuler propreté et machine avec prime de retour. Dans certains lieux emblématiques, il y a certainement un outil à utiliser par rapport à cette consigne. De là, le généraliser, il n'y a pas encore de positionnement par rapport à ça. Okay. Dernière salve. Oh, sorry, bien sûr. Je vous en prie. Je n'avais pas vu que tous les micros étaient venus de ce côté-ci du canal. Merci. J'aimerais réagir par rapport à la question vis-à-vis des incitants. Clairement, je pense que c'est quelque chose pour les entreprises qui pourra aider pour eux à répondre à leurs obligations, mais aussi, par exemple, pour tout ce qui est développement d'économie circulaire. Bicirculaire, par exemple, est une réussite. Mais par contre, le label écodynamique, vu qu'il n'y a pas d'incitant à s'inscrire dedans, il est sous-utilisé, alors que ça pourrait être un outil qui pourrait être un très bon outil pour justement avancer dans cette transition. Et actuellement, je pense qu'il n'y a que 400 entreprises qui sont inscrites dans ce label, mais je pense que dans le plan, il a indiqué qu'on va développer cela, donc attendons de voir. Par rapport aux heures des collectes et des dépôts un peu clandestins, je vais dire, clairement, on constate que parfois les heures de collecte et la fréquence des collectes ne correspondent pas aux besoins des commerçants ou des entreprises, que ce soit au niveau des heures ou des volumes, enfin leurs heures d'ouverture et les volumes. Ce qui crée des dépôts. Je sais que certaines associations de commerçants ont discuté beaucoup avec Bruxelles Propreté pour avoir des collectes plus adaptées à leurs besoins. C'est possible. C'est compliqué, je sais que c'est compliqué chez Bruxelles Propreté, mais clairement, il doit y avoir un dialogue qui doit s'instaurer entre les entreprises et Bruxelles Propreté pour améliorer ce genre de collaboration et que tout se passe mieux et qu'il n'y ait pas ce type de dépôt clandestin lié aux entreprises. Évidemment, je ne me positionne pas pour les citoyens. On songe notamment d'ailleurs à ce qu'on appelle les cartons. Lorsqu'on est confronté au dépôt des cartons ou à la sortie des cartons, le centre-ville, touristiquement, devient difficile. Mais peut-être justement, et c'est en lien, et je pense que sur l'aspect, l'ensemble de la problématique ressources-déchets, il faut aussi évidemment le voir, et je pense Marion l'a évoqué, sur une autre dimension qui est évidemment la dimension climatique. Moi, je vais juste vous donner un chiffre à nouveau. Avant la précédente réforme des collectes, Bruxelles Propreté faisait 2 millions de kilomètres par an pour ramasser les déchets. Depuis, on fait 3 millions de kilomètres par an. Donc c'est 50% de kilomètres supplémentaires à Bruxelles. C'est aussi ça, la logistique. Et donc c'est ça qu'il faut interroger. Et je pense qu'on ne doit pas oublier, dans tout le débat qu'il y a ici, c'est effectivement aussi bien de mesurer qu'au-delà de cette question de où se trouve le déchet, où il est produit, comment il devient une ressource, c'est de ne pas oublier cette dimension-là, parce qu'on sous-estime souvent cet impact-là. Et donc moi, je suis effectivement, quand on nous interroge, nous, Bruxelles Propreté, quel est votre vecteur ou quelle est votre ambition sur la question de l'impact climatique de Bruxelles Propreté, ben voilà, il y a un impact très fort qui ne dépend pas que de Bruxelles Propreté, parce qu'effectivement, c'est aussi un enjeu plus politique de dire
quelle est la fréquence, vous évoquez la fréquence des collectes, quelle est la bonne fréquence, quelle est la juste fréquence des collectes de déchets. Et effectivement, derrière cette juste fréquence et sans doute un certain confort, mais le confort, il a un prix. Et dans le prix, aujourd'hui, et c'est à nouveau, c'est peut-être un prix qui est invisible, mais ce prix, c'est effectivement le prix de la pollution générée par ces collectes. Et donc, il y a quand même une réflexion que tout un chacun doit avoir. Vous savez que, je pense, aujourd'hui, il y a 17 ou 18 communes sur 19 qui se sont déclarées en urgence climatique. Moi, je serais surpris de voir si le gouvernement prend une attitude relativement, je veux dire, novatrice sur la fréquence de collecte, si tout le monde va mettre en adéquation ce discours d'urgence climatique et de, par exemple, offre de collecte. Il y a un enjeu, il y a un lien qui n'est pas fait aujourd'hui, mais qui devrait être fait. Et il faudrait se poser la question derrière ça. Voilà. On pourrait évidemment se poser la question de savoir de quel... Vous parlez de collecte. J'ai une question quand même à cet égard-là, alors, puisque vous la soulevez, je la soulève. Pourquoi est-ce qu'il y a 15 ans au moins, j'animais une assemblée générale du port de Bruxelles, où le port invité était le port de Paris, et où on présentait de petites unités de collecte par quartier qui travaillaient de manière transversale, perpendiculaire à la Seine, où des barges attendaient qu'on les charge pour se rendre vers l'incinérateur. Bruxelles est traversée par un grand canal, les incinérateurs sont de long et on ne le trouve pas. C'est étonnant, il y a peu d'inventivité, d'innovation. Ça fait 15 ans au moins que l'Assemblée générale du port et tous les acteurs, et votre institution y était représentée, connaît l'idée, ne se bat pas pour l'avoir. Donc ça, je vais peut-être juste répondre. D'abord, aujourd'hui à Paris, il n'y a aucun déchet ménager qui passe par la Seine. Bon, ça c'est donc peut-être qu'on a vu ça à Paris, mais en tout cas ça ne se fait pas à Paris. Donc alors pourquoi ça ne fait pas à Bruxelles? D'abord récemment parce qu'à nouveau, en termes de logistique, vous avez une discussion sur le nombre de finalement de la distance qu'il y a par rapport au lieu où vous devez aller verser ou traiter le déchet. Aujourd'hui, tout le déchet, les déchets, donc les bouteilles en verre qui sont collectées effectivement dans les différentes bulles, elles sont effectivement centralisées sur Bruxelles et elles sont transportées par barge, donc par voie d'eau, à leur lieu effectivement, de recyclage, parce qu'effectivement c'est un nombre de déchets, c'est 20 000 tonnes donc il y a un rapport. Par exemple, pour les mâches-fer d'incinérateurs, c'est la même chose. Donc à un moment, vous devez faire... Aujourd'hui, de toute façon, la distance que vous faites, vous devez passer dans toutes les... On n'est pas Venise, on n'est pas Bruges, donc effectivement, vous devez passer dans les rues. En passant dans les rues, c'est ce passage-là qui prend c'est ce passage-là qui provoque... Vous ne m'avez pas convaincu. Voilà. Je n'ai pas convaincu. Buzz, vous ne m'avez pas convaincu. Je vous le dis. Bien. Encore une série de questions avant qu'on ne se dise au revoir. Moi, je suis un peu... Oui. Sur ma fin, un peu frustré qu'on est en train de rediscuter le même sujet qu'on discute déjà il y a 15 ans. C'est la collecte, c'est le sac payant. Il y a 15 ans, nous, en tant que BRAL, on avait une proposition de ne pas travailler avec le sac payant, mais avec le sac gratuit, c'est-à-dire un quota de sacs réellement offert gratuitement par personne et au-delà, le sac taxé. Et ça permettrait d'introduire le système doucement et réduire progressivement le quota. Ça, c'est un débat. On le fait toujours, bien sûr, parce qu'on n'a toujours pas résolu ce problème, et les autres problèmes non plus. Mais à la fois, ça nous bloque de faire une discussion plus profonde, d'aller en avant et se poser les questions sur comment on veut, dans l'avenir, organiser cette économie circulaire. Mais ça aussi, on doit se poser ces questions, puisque ces choses vont venir. Par exemple, est-ce qu'on veut demain être dans une société où chacun, dans son domicile, a une imprimante 3D? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Ou est-ce que les imprimantes 3D seront mutualisées? Mais ils vont venir, ces imprimantes, ils sont déjà là. On doit se poser ce genre de questions sur à qui appartient notre économie, quel genre de partage voulons-nous. Potocnik vient de parler de rethinking possession.
la propriété, mais là, je pense qu'il s'agit plutôt de la possession, de la propriété du produit final, mais est-ce qu'on est prêt pour faire une discussion sur la propriété des processus de production? Est-ce qu'on veut remplacer notre possession à nous en tant que consommateurs d'un produit final par une possession par des grands multinationales? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Il faut vraiment se poser ce genre de questions et évoluer vers une économie circulaire et même au-delà vers une économie collaborative où les ressources sont considérées comme des biens communs qui appartiennent à nous tous, à vous, à moi, à Vincent, aux entreprises, c'est ça? Entreprises. Moi, j'ai perdu ton nom. Sophie, à Sophie, à nous tous, quoi. Ça, c'est aussi le genre de questions qu'il faut se poser parce que dans 10 ans, ce sera peut-être trop tard. Ja, bent u ook? Ja, ik deel eigenlijk een beetje wel de verbazing van Piet. Ik heb spijtig genoeg niet de hele dag kunnen bijwonen, maar het stuk dat ik bijgewoond heb, ging het inderdaad heel fel over die afvalfase. En het is een beetje mijn overtuiging dat we gaan grondstoffen ontginnen, we gaan daar iets mee produceren en dan wordt dat afvalfase. Dat die afvalfase dat die de laatste 10 jaar of zelfs langer al heel goed geregeld is, daar is heel veel aandacht naar gegaan en er zijn nog altijd dingen die iets beter kunnen, maar in grote lijnen zit dat wel goed. Ik had vandaag gehoopt dat we veel meer gingen spreken stroomopwaarts over ecodesign en welke verplichtingen of welke verwachtingen dat we daar hebben. En stroomafwaarts, wat gaan we met die gerecycleerde materialen doen, met die secundaire grondstoffen, met die hulpbronnen. En dat mis ik vandaag in het debat wel. Dus daar moeten we hopelijk met dit plan en met de stuurgroep en met het dagelijks bestuur enzovoort, dat ook beginnen leven en die dimensies ook echt wel oppakken. J'y rajoute un élément. Est-ce qu'on peut imaginer demain ce qu'on pourrait appeler des campus du réemploi, où à la fois ce qui arrive comme ressource, qui n'est plus un déchet, mais comme ressource potentielle, est immédiatement disponible pour une série d'entreprises, soit de recyclage, soit de réemploi, d'économie circulaire, qui pourraient s'établir autour de cette ressourcerie, en quelque sorte. Oui. Donc pour répondre à cette question-là, et je crois que ça va en faire sourire plus d'un ici, donc il y a une grande discussion sur le parc à matière, et donc en fait, ce n'est pas un parc à matière qu'il faut à Bruxelles, c'est plusieurs. La question est de savoir qui a le rôle de quoi ici à Bruxelles. C'est toujours pareil, on a des compétences dans la législation. Bruxelles Propreté n'est pas responsable du foncier, c'est un logisticien, et donc on doit voir quel autre acteur ici autour de la table peut mobiliser ce foncier qui est nécessaire pour pouvoir faire ces lieux en effet de stockage, de pré-traitement, d'analyse, et du coup quel est le rôle de Bruxelles Propreté par rapport à ça dans le logisticien, mais aussi quel est le rôle de gestion. Et donc là, on peut travailler notamment avec Ressources ou avec la FEBRAP ou avec tout autre acteur qui est prêt à travailler sur cette gestion de valorisation, de valoriste des matières. Donc oui, c'est une idée, oui, c'est envisageable. Est-ce que concrètement on a un plan? Non, pas encore, parce qu'on doit encore se coordonner pour identifier et aussi identifier non seulement donc les rôles de chacun, le foncier, mais aussi combien ça va coûter à la région. Il y a beaucoup dans les demandes par rapport au pouvoir public, il faut savoir que les caisses globalement sont vides de la région, et donc la question va être comment est-ce qu'on va pouvoir avoir un business model qui tient plus ou moins la route. Alors ce sera pas rentable à mon avis en première phase en tout cas, et donc c'est combien la région est prête à mettre annuellement pour la gestion de ce genre de structure. Ce genre de structure qui a un coût, mais en fait qui a une valeur ajoutée extrêmement forte, et c'est ça qu'on va devoir pouvoir valoriser en disant ces entreprises vont pouvoir du coup avoir accès à des matières de la région de manière privilégiée et de manière qualitative, et du coup faire de la valeur ajoutée. Et donc toute la question du business model, c'est sur l'ensemble de la chaîne de valeur qui va payer, et comment est-ce que les bénéfices de cette action vont être rétablis.
Par rapport au commun, là il faut revenir, et c'est vrai que je comprends que c'est pas... Voilà, on est en plein développement, un développement de nouvelle législature. La suite du PREC, la suite du programme régional en économie circulaire, va être une nouvelle stratégie de transition économique. Une stratégie qui va coordonner différents plans, et là on la présente fin février à l'ensemble des directeurs généraux sous la tutelle des 2 ministres de l'économie et de l'environnement, et puis on va passer au Conseil économique et social, et puis ça va être rendu grand public. Quand même, dans ces groupes de travail, dans ces priorités, alors on l'a appelé pour le moment, et ça peut encore évoluer, c'est la démocratie et la solidarité au sein des entreprises, mais au sein des entreprises au sens large, dans le monde économique au sens large, à voir aussi dans les communs. Et il se fait qu'on a des personnes, 2 directeurs de cabinet extrêmement portés sur l'économie des communs, et donc c'est vraiment un sujet porté, mais qui est assez novateur dans le public pour le moment. Alors est-ce que c'est embêtant de parler depuis 10 ans de la même chose? Moi, j'ai travaillé 5 ans dans un cabinet, je suis partie 5 ans, je suis revenue. C'est assez rigolo, oui, il y a des choses qui n'ont pas beaucoup bougé en 5 ans, il y a des choses qu'on reparle de la même chose, mais pas vraiment. Il y a aussi beaucoup de choses qui ont évolué. Quand on parlait en 2009 de l'alimentation urbaine, c'était vraiment, les gens rigolaient, on éclatait de rire. Ici, il y a un représentant de BIR, il y a plusieurs personnes qui travaillent sur l'alimentation urbaine. Ce n'est plus un gros mot de parler de ça. Et ça, il y a quand même des évolutions qu'on peut, je veux dire, dans l'ensemble des administrations, on a au moins une équipe de motivés qui sait exactement vers où on devrait aller et qui a cette motivation de porter cette thématique de transition, ce qui n'était pas le cas avant. Donc voilà, dans un même temps, voilà, il y a des temps longs, il faut en même temps l'accepter. Et là, avec l'urgence, c'est vrai que le temps se contracte. Plus rien? Oui, bien sûr. Le micro retraverse le canal. Merci. Deux points que j'aurais voulu évoquer ici. Tout d'abord, la difficulté de faire une mutualisation de contrats, en fait. Par exemple, des commerçants qui voudraient faire un contrat groupé avec un collecteur, c'est pas si évident que ça, donc au niveau juridique. Donc, ce serait bien, j'ai eu l'occasion d'en parler au cabinet, ce serait bien d'essayer de faciliter ce genre d'initiative qui pourrait aussi répondre à la question des horaires. Et alors, au niveau des obligations de contrat et de tri, voilà, on entend beaucoup qu'il y a pas mal d'entreprises qui ne répondent pas à l'obligation de contrat. Mais en fait, c'est vrai que pour les indépendants et les professions libérales qui ne génèrent pas tellement en fait, de déchets, pas plus qu'un ménage, on pourrait réfléchir à la question de savoir est-ce qu'il ne pourrait pas être considéré comme un ménage. C'est un débat, voilà, ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais clairement, ça pourrait aider les indépendants et PME. Parce que clairement, quand un indépendant s'installe, la question des déchets, c'est vraiment pas la première question qui lui vient à l'esprit. C'est vraiment quand il est installé, il ouvre son business, il se dit « Ah, mais en fait, je dois faire quoi de mes déchets et quoi etc. » Et donc, il y a déjà pas mal de charges administratives et financières qui portent sur eux. Clairement, il y a un manque d'informations sur les obligations à ce niveau-là et il y a un travail à faire aussi, que ce soit en disponibilité de l'information et aussi, comme j'ai déjà dit, en accompagnement. Mais voilà, il faut se rendre compte aussi de la réalité des indépendants et PME. Et clairement, il faut aussi... c'est pas un peu la tâche de l'UCM, ça, normalement? Si, mais il faut aussi les éduquer à ça, d'une certaine façon. Mais voilà, il faut se rendre compte de la réalité des choses aussi. C'est pas la première chose à laquelle ils pensent quand ils s'installent. Voilà. Mmh. Mmh. Bien. Il me reste vous remercier. U hartelijk bedankt om uw aanwezigheid en participatie. Merci de votre participation. On va à présent arriver au mot de la fin. C'est pas un petit mot. C'est pas un petit mot.